Première partie, la grande catastrophe. Chapitre 1. Hyperespace, le Legacy Run. 3 heures avant l'impact. Tout va bien. La capitaine Eda Cassette passa en revue l'affichage des moniteurs intégrés à son siège pour la seconde fois. Elle les parcourait toujours au moins à 2 reprises. Avec plus de 4 décennies de vol derrière elle, la capitaine considérait cette minutie comme l'une des raisons majeures de sa survie. Le second examen confirma tout ce qu'elle avait vu lors du premier. « Tout va bien », dit-elle à voix haute, cette fois à l'intention de l'équipage. « Il est temps pour moi d'aller faire ma tournée d'inspection. Lieutenant Bowman, la passerelle est à vous. »« Entendu, capitaine », répondit son second en se levant de son propre fauteuil pour aller s'installer dans le sien, le temps qu'elle revienne de sa promenade du soir. Tous les capitaines de cargo long courrier ne dirigeaient pas leur vaisseau comme un bâtiment militaire. Eda avait déjà vu des appareils aux ponts tachés, aux canalisations pleines de fuites et à la verrière de cockpit fissurée, autant de négligences qui la révulsaient. Mais la capitaine Cassette avait commencé sa carrière comme pilote de chasseur au sein de la force opérationnelle interarmée Malastar Sulust, qui faisait régner l'ordre dans leur petit secteur à l'orée de la bordure médiane. À l'origine, elle pilotait un Incom Z-24, le chasseur monoplace que tout le monde surnommait désormais le Bourdon. Des missions de sécurité le plus souvent, de la chasse aux pirates et autres têtes brûlées. Avec le temps, elle avait fini par commander un croiseur lourd, l'un des plus gros engins de la flotte. Une bonne carrière, des missions efficacement menées. Elle avait quitté la FOI de Malust avec les honneurs pour prendre un poste de capitaine à bord des vaisseaux marchands de la guilde de Bain, ce qu'elle considérait comme une retraite paisible. Mais après plus de 30 ans passés au sein de l'armée, elle n'avait pas seulement l'ordre et la discipline dans le sang. C'était son sang. Désormais, chaque vaisseau qu'elle dirigeait tournait comme s'il s'apprêtait à livrer bataille contre une armada Hutt, même lorsqu'il ne faisait que transporter une cargaison de peaux d'ogrutes d'un monde A à un monde B. Et cet appareil, le Legacy Run, n'y faisait pas exception. Eda demeura raide comme un piquet en acceptant le salut rigide du lieutenant Jari Bowman, puis le lui rendit. En s'étirant, elle sentit les os de sa colonne vertébrale craquer. Trop d'années à patrouiller dans de minuscules cockpits, trop de manœuvres en gravité élevée. Parfois au combat, parfois simplement parce que c'était un moyen de se sentir en vie. Mais le vrai problème, songea-t-elle en plaquant une mèche rebelle de cheveux gris derrière son oreille, c'est le nombre des années. Elle quitta le pont, abandonnant la mécanique précise de l'équipage de la passerelle, pour emprunter le corridor compact qui menait au monde plus vaste et chaotique du Legacy Run. Le vaisseau, un transport de fret modulaire de classe A issu des chantiers de Canif, avait plus de 2 fois l'âge de Eda. Même s'il avait dépassé la période opérationnelle idéale, il restait sûr à condition qu'on l'entretienne et le vérifie régulièrement, ce qui était le cas. Sa capitaine y veillait. Le Run était un vaisseau à usage mixte, conçu aussi bien pour le transport de cargaison que de passagers, d'où le terme « modulaire » dans sa désignation officielle. Un compartiment unique et gigantesque occupait la majeure partie de sa structure en forme de long prisme triangulaire, avec les machines à la poupe, la passerelle à l'avant et le reste de son volume dévolu à la cargaison. Des bras articulés émergeaient de l'échine centrale à intervalles réguliers, permettant de fixer de petits modules supplémentaires. Le vaisseau pouvait accueillir jusqu'à 144 de ces sections configurables pour transporter toutes les cargaisons possibles et imaginables. Eda appréciait cette polyvalence absolue. On ne savait jamais où l'on allait se rendre et quel curieux défi vous attendait d'un travail à l'autre. On avait même un jour converti la moitié de l'espace du compartiment principal en un immense réservoir d'eau pour transporter un poisson-sabre géant depuis les mers déchaînées de Tibrin jusqu'à l'aquarium privé d'une comtesse d'Abregado Rey. Eda et son équipe. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement,
cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.